je ne sais pas comment ça peut s'écrire. Comme ça. Le CH est un qui. Comme ça. Est-ce sigma I? Non. Non, comment on l'écrit? René, ça se comprend, monsieur. Ah, c'est ça, sigma. À serrer. Ah, tu ne mets pas de majorité. C'est ça. Non, parce que si on met... Je vais garder mon chapeau de forme. Et en tout cas, je te remercie. C'est dommage, effectivement. Ce séminaire a une explication et un commentaire de ce livre. Ce n'est pas vrai parce que je ne le ferai pas, mais c'était pour donner un titre qui était... Je ferai des allusions, j'expliquerai un peu de ce dont il s'agit, mais je ne vais pas consacrer le séminaire à un commentaire de ce livre qui s'appelle la Mathèse, parce que ça serait trop compliqué. D'ailleurs, je ne suis pas sûr d'en avoir saisi exactement le système, qui, d'autre part, ça nous lancerait dans des considérations qui sont un peu étrangères à l'orientation philosophique que j'ai adoptée. Mais j'en parle parce que ce texte, qui a été réédité en 1946, comporte une préface, c'est-à-dire une introduction de Gilles Deleuze, qui est très intéressante, curieuse et très intéressante, qui n'a pas été comprise dans les textes réédités par Lapoujade, par David Lapoujade, parce que ce n'était pas rangé parmi les textes dont Deleuze lui-même voulait la réédition. Il y a ainsi un certain nombre de textes qu'il a écrits très jeune, à l'âge de 24-25 ans, et peut-être même plus jeune, je ne sais pas, en 1946. Il est né en 24, donc il avait 22 ans, ou 21 même. Et il y a également un autre texte qui a été donné pour une revue dirigée par Michel Tournier, avec lequel il était très ami à cette époque. Puis ils ont pris des distances, se sont séparés, enfin ne se sont plus, n'ont plus collaboré. Mais Tournier avait fait une revue à laquelle Deleuze avait collaboré. Il y a également un texte de poésie de 1947 qui a été édité par Segers, et dans lequel Deleuze avait donné un texte très intéressant, très personnel, une sorte de récit un petit peu romancé d'une dizaine de pages, qui sont très intéressants à la lecture, qui ont été clandestinement recopiés et diffusés par des personnes que ça avait intéressé, ainsi que non seulement moi-même, mais beaucoup de personnes ont pu les avoir en main, mais c'est en dehors des droits, c'est-à-dire que logiquement, étant donné que l'édition appartient aux dispositions testamentaires de quelqu'un pendant plus d'une cinquantaine d'années, on n'a pas le droit de disposer ni d'éditer ces textes si l'auteur ne l'a pas vu. Pour des raisons d'autres, c'est-à-dire soit qu'il est... Je pense que pour Deleuze, c'est parce qu'il les considère comme pouvant égarer des gens qui voudraient comprendre son esprit philosophique. On peut pas... À mon avis, c'est à tort. C'est au contraire des textes qui éclairent beaucoup, qui sont extrêmement intéressants pour la jeunesse de sa pensée et sa compréhension. Enfin là, on peut pas revenir sur la volonté de quelqu'un
qui est mort et qui a été adopté nécessairement par les personnes qui gèrent sa succession. Oui, je vais y revenir, je vous passe. Je vous passe le cahier. Mais je donne, par conséquent, à regarder ce texte sur lequel je reviendrai. Peut-être que tu l'avais déjà pris, d'ailleurs, ce texte, je ne pense pas, qui est un texte qui date du début de la première moitié du XIXe siècle, époque qui était encore une époque romantique dans les années 1840, et qui est fait par écrit par un médecin qui a écrit vraisemblablement, dont le nom est italien et qui a vraisemblablement écrit en français, qui s'appelle Jean Malfatti de Monterey. C'est un nom qui paraît être un roman à lui seul, un roman de science-fiction, un roman picaresque. Jean Malfatti de Monterey, qui s'appelle La Mathèse ou Anarchie et hiérarchie de la science. Je vous le fais passer juste pour vous regarder, puisque vous êtes de nombreux, mais il faut me le rendre tout de suite parce que je vais en avoir besoin si je veux commenter quelques pages. Je ne sais pas, je ne dis pas ce que je fais. Si j'ai donc pour cette première séance, je vais parler aussi à date rompue, j'ai dit que c'était un bilan, c'est pas un bilan, ça ne veut pas dire grand-chose, je vais pas faire un résumé de ce que l'on a fait, mais une petite série de mises au point pour voir l'orientation de cette j'ai tout le temps dans les bras, on le prend pas. Je ne peux pas avoir les bras suffisamment. L'orientation de cette recherche autour de la vie et pour que l'on comprenne, qu'on situe mieux un peu quelle est la position qui est adoptée par Deleuze en particulier sur ce problème de la vie, c'est autour de cela que je ferai quelques petites remarques. Puisque j'avais déjà signalé au début que la vie, d'une part, apparaît comme étant à la base de la philosophie, toute réflexion philosophique, et comme étant donc une notion essentielle, mais en même temps que c'était une notion qui était très difficile à faire entrer dans le cadre de la méthode philosophique, parce que c'est une notion qui est toujours très ambiguë, qui échappe aux divisions, aux conceptualisations qui ont été faites entre sujet et objet, entre esprit et matière, entre individuel et collectif, entre humain et non humain, etc. De sorte que quand on est, et qui est tout à fait dépendante de la compréhension des avancements, des avancées scientifiques dans le domaine de la recherche biologique ou de la recherche médicale. Donc c'est une notion qui chevauche un peu différents domaines qui appartiennent plus aux sciences humaines qu'elles n'appartiennent à
qu'elles ne relèvent de la philosophie, bien que, comme on l'a vu, elles sont bien à la base de la réflexion philosophique grecque, puisque les notions, les termes fondamentaux qui sont utilisés pour désigner la vie, bios ou zoé, sont précisément des termes que l'on trouve dans le vocabulaire philosophique de la philosophie grecque, à partir de Platon, enfin à partir de Platon et antérieurement d'ailleurs, mais qui se trouve mêlé à d'autres concepts où l'on ne sait pas exactement comment les situer, qui sont le concept d'idée, le concept d'être, de non-être, etc., de mouvement, de devenir, comment la vie peut-elle être située conceptuellement, c'est au fond, et méthodologiquement, dans une réflexion philosophique. Donc, c'est quelque chose qui apparaît essentiellement d'essentiellement relevant, qui relève essentiellement d'un empirisme. C'est dans une perception, d'une compréhension empirique de la philosophie que l'on peut aborder ce concept de la vie. Et alors, comme je parlais de deux, c'est précisément dans le cadre de cet empirisme que l'empirisme d'un type particulier, qu'il appelle lui-même, puisque c'est un empirisme, mais un empirisme qui, tout en connaissant des variations, est en permanence un présupposé, donc qui est aussi relevant d'une sorte d'a priori, c'est-à-dire de ce qui est préliminaire à toute forme de réflexion. C'est un empirisme qu'il appellera transcendantal, justement en raison même de cette difficulté de le faire entrer dans des réflexions qui conceptuellement sont des réflexions portant sur l'être, sur la pensée, réflexions méthodologiques et ontologiques, ou alors dans un domaine qui serait simplement un domaine de la perception sensible, de l'empirisme de type comparable à celui de Jung, qui fait dépendre toute connaissance des impressions, des sensations, ou celui de Condillac, des sensations. Ici, c'est quelque chose qui relève d'une autre forme, c'est pour cela qu'il l'appelle un empirisme supérieur. Alors, je voudrais, pour définir cet empirisme, renvoyer à un texte qui est très serré, qui est assez difficile à comprendre parce qu'il résume toute une pensée philosophique antérieure et en même temps annonce une programmation philosophique à venir. Donc c'est un texte charnier, on pourrait dire, qui est à la fois de résumé et d'anticipation, qui se trouve tout au début de différences et répétitions qui me paraît comme étant un des jalons intéressants pour comprendre quel est le sort que va occuper dans la pensée de Deleuzienne. Je dis Deleuzienne, mais on pourrait dire en dehors de Deleuze également pour tous ceux qui adoptent un petit peu cette tendance, c'est-à-dire n'être pas satisfait des solutions classique de la philosophie qui tourne autour de l'idéalisme ou autour du matérialisme ou qui tourne autour de la primauté de la pensée ou de la primauté du cœur ou autour d'une anthropologie ou au contraire d'une ontologie qui serait ignorante de ce que peut être l'homme dans la réflexion philosophique et qui essaie de relier, de se tenir au milieu, d'unifier, de relier ces différents points de vue. C'est pour ça que la vie
apparaît ici comme étant une sorte de mixte, de notion qui est un mixte, un mélange entre plusieurs orientations. Foucault, pour sa part, l'avait qualifié, je l'avais noté au début, de concept sauvage. Il parle du concept sauvage de la vie. Pourquoi dit-il sauvage? Ça veut dire qu'il n'est pas codifié d'une façon très précise par des réflexions qui viseraient à une précision dans le domaine de la conceptualisation philosophique ou dans le domaine de la science. Et c'est dans ce cadre que se situe cette préface, ces quelques pages de préface que Deleuze a donné à différentes répétitions et quelques repères que l'on peut choisir ici et qui vont, entre autres, peut-être orienter les réflexions que l'on peut faire à ce sujet. C'est dans différentes répétitions, dans l'avant-propos, je disais préface, c'est moi qui faisais une approximation inhérente, c'est un avant-propos. Il y a, je crois, là dans ce livre, un avant-propos et une introduction ensuite. Et dans cet avant-propos, alors, il précise sa position, justement, relativement aux philosophies qui se définissent soit comme matérialistes, soit comme idéalisme, soit comme ayant donné une primauté à la logique, et d'autres qui ont donné une primauté, au contraire, aux sciences de l'homme. Ceux qui ont centré la philosophie autour d'une ontologie, ou ceux qui s'intéressent au domaine de l'expérience, et écrit un livre de philosophie doit être, pour une part, une espèce très particulière. Vous avez lu le texte sans doute, mais c'est comme tous les textes de ce genre, on ne peut pas dire qu'on les a lus une fois, on peut les relire et leur donner à chaque fois une lecture différente, donnant des interprétations multiples. Un livre de philosophie doit être pour une part une espèce très particulière de roman policier, pour une autre part une sorte de science-fiction. Par roman policier, nous voulons dire que les concepts doivent intervenir avec une zone de présence pour résoudre une situation locale. Ils changent eux-mêmes avec les problèmes, ce qui est ici une relation que l'on peut faire avec les études et les livres l'article tout au moins, puisqu'il y a avant différentes répétitions déjà plusieurs études et livres écrits par Deleuze, et en particulier celui qui concerne le bergsonisme. Cette notion de problème renvoie à son étude sur le bergsonisme. La philosophie n'est moins de donner des solutions que de savoir poser des problèmes, de discerner les problèmes, de distinguer ceux qui sont des faux problèmes de ceux qui sont des problèmes ayant une raison d'être et posant des questions véritables. Donc, les concepts sont associés à des problèmes. Un concept, c'est ce qui naît lorsque l'on pose un problème, mais les concepts en philosophie ne sont pas des notions, des mots, ni des notions absolument fixes. Ils sont variables, ils changent justement avec la position des problèmes, c'est-à-dire avec l'expérience. Ils changent eux-mêmes avec les problèmes, ils ont des sphères d'expérience où ils s'exercent. On se référera ici, alors d'ailleurs par anticipation, à la grande analyse qui est faite d'une façon plus précise
dans Qu'est-ce que la philosophie, plus tard, une vingtaine d'années plus tard, et où le concept est étudié comme étant quelque chose qui va délimiter, qui va être un ensemble pris dans une expérience et un ensemble donner un nom à un certain nombre de problèmes. Donc le concept sera défini comme une sorte de contour, de découpage. C'est un découpage de l'expérience qui se présente dans sa délimitation, qui est à la fois temporelle, qui est à la fois spatiale aussi, c'est une sorte de contour, de découpage dans le temps et dans l'espace. Ils ont des sphères d'influence où ils s'exercent et ils ont un rapport avec des drames. Là, c'est un article qui s'appelle « Méthode de dramatisation » qui avait été écrit un petit peu auparavant et qui, relativement à l'ontologie classique, c'est-à-dire de sources aristotéliciennes, mais qui s'est conservée dans les différents philosophes de la métaphysique du XVIIe siècle, qui oppose à la question qu'est-ce que, la question qui situe un problème dans une localisation, quand, où, dans quelles circonstances, donc qui localise des questions qui détachent la philosophie, sépare la réflexion philosophique de celle d'une recherche pure de l'essence. La philosophie est plongée dans l'expérience, ce par quoi la philosophie deleuzienne, d'ailleurs on s'en aperçoit, est très liée à ce qui, avec d'autres présupposés, avec un autre langage, prendra le nom philosophie de l'existence, ou existentialisme. Pour Deleuze également, on pourrait dire l'essence, l'existence précède l'essence. C'est-à-dire que la philosophie ne concerne pas des essences fixes ou des idées de type platonicienne. Elles sont plongées dans un devenir. En rapport avec des drames, dit-il, par des voies d'une certaine cruauté, mot qu'il emprunte au langage dont il fait un grand usage dans ce livre, d'ailleurs, qui est celui d'Antoine Artaud, avec ses considérations esthétiques sur ce qu'il appelle le théâtre de la cruauté. Ils doivent avoir une cohérence entre eux, mais cette cohérence ne doit pas venir d'eux, ils doivent recevoir leur cohérence d'ailleurs. Bon, alors c'est là où j'en arrive. Là, cette phrase qui est très intéressante et qui, d'ailleurs, pose peut-être, se présente sous une apparence assez énigmatique et pose elle-même un problème d'exégèse, d'interprétation. Tel est le secret de l'empirisme. L'empirisme, alors, c'est cette phrase sur laquelle j'attire votre attention. Donc on voit que la philosophie deleuzienne s'oriente vers ce type ou ce style de philosophie qui est très lié, qui n'est pas tiré d'un a priori issu de la fixité des idées, de la fixité des concepts, ou existant à l'état d'idée innée dans un sujet, mais est mêlé à l'expérience. C'est une philosophie de l'expérience. On pourrait dire de la même façon, peut-être d'ailleurs, que déjà la philosophie de Kant était une philosophie de l'expérience, et même s'il y a une opposition très fréquente entre la pensée de Kant et la pensée de Deleuze, il y a aussi des liaisons très étroites de l'une avec l'autre, même dans ce
dans ce livre Différences et répétitions, tout un chapitre, celui qui s'appelle des formules poétiques pour résumer la pensée ancienne, nous montre à quel point la pensée de Deleuze est aussi dans la perspective de la philosophie de l'expérience qui avait été ouverte par Kant, et une expérience d'ailleurs aussi commandée par des a priori et par le transcendantal, puisque c'est Kant qui a ouvert le premier, qui a introduit le premier ce mot en philosophie. Donc, très paradoxalement, tout en étant antique ancienne, la philosophie de Deleuze se révèle comme dépendante de ce kantisme dans la mesure où il est philosophie de l'expérience. Dans un article des années 30, ou peut-être avant, d'ailleurs, je me rappelle plus de quand il date, Walter Benjamin, qui avait titré cet article sur la philosophie qui vient, avait bien défini également, d'ailleurs, la philosophie moderne. Je demande qu'est-ce que c'est que la philosophie, vers quoi doit s'orienter la philosophie moderne. La philosophie moderne ne se présentera pas comme un système clos, elle est une philosophie nécessairement de l'expérience. Il n'y a pas de philosophie qui soit en retrait, on pourrait dire, du penseur, du sage, dans un domaine clos et qui serait tiré purement et simplement d'un a priori ou de catégories totalement fixes. Donc, ces catégories de l'expérience relient également la pensée de Deleuze à l'empirisme, à l'existence. L'existentialisme aussi est une philosophie d'expérience. Donc la philosophie de Deleuze n'est donc pas une philosophie qui soit en rupture, très certainement, avec une rupture totale avec les philosophies antérieures, mais elle leur donne une inflexion, elle leur donne une orientation et un style très particulier qui, précisément, va consister dans cette analyse, dans cette réflexion sur l'empirisme, sur cet empirisme supérieur qui commande la philosophie et qui ne l'exclut pas, le paragraphe précédent le dit justement, que le genre, on pourrait dire philosophique, le style philosophique puisse être comparé à celui d'une certaine littérature, une littérature romanesque qui prend, on le sait, dans les romans, un grand nombre de concepts, un grand nombre ou dans ce qu'il appelle science-fiction, c'est-à-dire des éléments de dramatisation. Il ne faut peut-être pas exagérer de ce point de vue dans ce qui a été fait, peut-être excessivement, par ceux qui sont emparés de la philosophie de Deleuze pour penser que la philosophie consiste donc à pouvoir inventer, rêver n'importe quoi. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit, mais de relier la réflexion philosophique à ce qui est justement l'invention, l'inventivité, l'imagination dans le domaine de l'expérience. Tel est le secret, alors je reprends pour ne pas être long, tel est le secret de l'empirisme, c'est cette phrase-là, l'empirisme n'est nullement une réaction contre les concepts, non, puisque justement les concepts deleuziens sont également des concepts empiriques. Ils sont tirés de l'expérience, d'une compréhension de l'expérience. Le pli, par exemple, est un concept deleuzien qui donne le titre de l'ouvrage qui s'appelle Pli, et est un concept qui appartient à l'expérience, mais ensuite qui va être utilisé pour un usage qui recouvre tout un domaine de
de la compréhension philosophique. Un autre concept, comme par exemple le corps sensorial, qui devient chez Deleuze et Guattari emprunté à une formule d'Artaud, dont le sens d'ailleurs n'est pas toujours très particulièrement bien défini, devient transformé en concept un instrument, une sorte d'instrument d'analyse, une possibilité de définir un domaine qui est nouveau et qui est aussi relatif à l'expérience, à la fois tiré d'elle et permettant de la réorganiser. Alors l'empirisme n'est nullement une réaction contre les concepts, ni un simple appel à l'expérience vécue. Allusion ici, c'est à un empirisme qui serait traité abusif, où l'expérience serait traitée abusivement, à partir simplement des impressions du vécu, que ce soit dans la phénoménologie, qui est aussi une certaine forme d'empirisme, selon les expressions, les formules, certaines formules même de Husserl, qui pourtant s'est opposé à l'empirisme classique, à l'empirisme de Hume, puisqu'il y a toute une partie de la pensée de Husserl qui a été constituée comme d'une lutte, un débat, une discussion théorique avec les œuvres de Hume, en particulier dans le texte de la philosophie comme science rigoureuse. Toutefois, il peut affirmer également, avec des échos qui sont très deleuziens dans une certaine mesure, si l'on veut le lire de cette façon, que l'empirisme la phénoménologie est l'empirisme le plus radical, mais aussi empirisme supérieur, c'est-à-dire un empirisme qui est commandé par par un a priori, par un transcendantal, permettant à la fois d'être soumis à l'expérience, mais aussi de la comprendre et de l'anticiper. Seulement, l'expérience de Husserl est prise, et comme celle de Hume, d'ailleurs, essentiellement au niveau du vécu, de l'impression, tandis que l'empirisme tel que Deleuze l'entend et va l'entendre dès le début de différentes répétitions, ce n'est pas limité à cette expérience subjective. Cet empirisme plonge dans la réalité extérieure. Il n'est pas simplement une réduction de la réflexion philosophique aux données immanentes de la conscience, mais il est une ouverture sur le monde qui est lui-même a priori affirmé comme existant et non pas réduit aux données de la conscience. Là, ça serait aller trop loin que de pousser dans le sens de la relation que l'on pourrait ouvrir à ce moment-là avec Bergson, ça nous entraînerait beaucoup trop loin. Pour voir, mais également, il y a dans la pensée, entre la pensée bergsonienne et la pensée de Deleuze aussi, ces mêmes relations d'empirisme et différences dans la mesure où les données, où la pensée bergsonienne prend son départ dans les données immédiates de la conscience, qui sont pour Bergson le premier donné, tandis que ces données ne sont pas les données deleuziennes qui ne prennent pas la conscience comme premier point de départ. Son point de départ, pourrait-on dire, est au contraire l'affirmation du hors-conscience, l'affirmation de l'être de l'expérience précédant la conscience que j'ai de moi-même, ce qui est l'aspect, on l'avait vu plusieurs fois d'ailleurs, spinoziste
de la pensée deleuzienne. C'est un empirisme, mais qui commence aussi avec l'affirmation de l'extériorité de l'être, si l'on peut utiliser cette expression. Il entreprend. Alors, il n'est pas donc, cet empirisme n'est pas contre le concept, c'est-à-dire qu'il n'oppose pas. L'empirisme en général consiste à opposer, tel qu'il a été, on peut le prendre dans les définitions que les premiers empiristes grecs ou les empiristes de la succession de Locke, de Hume au XVIIe et XVIIIe siècle ont utilisé. L'empirisme, c'est l'affirmation de la sensibilité, de la sensation sur la pensée. C'est-à-dire la pensée qui est créatrice de concepts, la sensation est considérée au contraire par l'empirisme comme première par rapport au concept. Le concept est donc quelque chose d'artificiel, de vide, qui n'a pas de réalité en soi. Lorsque Deleuze définit ou esquisse, parce qu'il n'y a pas de définition qui soit peut-être une définition unilatérale dans ce qu'il propose. Ce n'est pas une définition au sens où on pourrait dire voilà exactement ce que c'est que l'empirisme. Il n'en donne pas une définition nominale, littérale. Il indique le champ dans lequel on doit comprendre l'empirisme. L'empirisme n'est pas donc l'opposition de la sensation vécue et du concept pensé, c'est ce qui se tient, on pourrait dire, entre les deux, qui utilise le concept, mais un concept qui est issu de l'expérience. Il entreprend donc il faut suivre, à mon sens, le mouvement de la pensée deleuzienne, bien plus que l'on qui cherchait une démonstration absolument rigoureuse par définition exacte, déduction d'une proposition à l'aide d'autres propositions. Ce n'est pas ce style que la pensée de Deleuze adopte. On le voit facilement. Nous voyons au contraire qu'il emporte vers un certain nombre de suggestions. On va dire que son raisonnement est plutôt suggestif. Il ouvre, justement, il est une application de ce qu'il dit, c'était dans le concept de délimiter un champ ouvert. Alors là, c'était un petit peu la même chose qui se produit pour la réflexion pour l'empirisme. Il ouvre un champ ouvert dans lequel le concept apparaît comme n'étant pas limité à un certain nombre de catégories comme dans les concepts a priori kantiens, dans la critique de la raison pure, ou les catégories qui sont les catégories aristotéliciennes, mais qui s'inventent, qui viennent avec chaque question, il y a un concept nouveau qui va apparaître. C'est pourquoi il dit, il entreprend au contraire, c'est une phrase à noter, l'empirisme n'est nullement une réaction, j'attire votre attention là-dessus, que vous pouvez recopier, l'empirisme n'est nullement une réaction contre les concepts, ni un simple appel à l'expérience vécue. Nous notons donc ici deux choses, une dualité, c'est-à-dire concept d'un côté, qui est un objet ou une création de la pensée, expérience vécue qui est reliée à la sensibilité. J'insiste sur cette dualité parce qu'on va voir tout à l'heure justement pourquoi j'y prête attention particulièrement. Et d'autre part, il entreprend la plus belle création de concepts qu'on n'ait jamais vu ou entendu. Et cette formule, c'est ça que j'appelle une formule un peu mystérieuse et difficilement intelligible, si on veut la traduire en signification
absolument rigoureuse, l'empirisme, c'est le mysticisme du concept et son mathématisme. Notons-le, sans savoir très bien ce que ça veut dire, pour pouvoir y revenir par la suite, comme étant une formule qui prête à réflexion. Parce que si vous détachez cette formule et que vous vous demandez qu'est-ce qu'elle veut dire, je dois avouer qu'elle est difficilement compréhensible. L'empirisme, c'est le mysticisme du concept et son mathématisme. Si l'on essaie de voir ce que ça veut dire, le mysticisme du concept, pourquoi le mysticisme du concept? Ça ne peut se comprendre que dans la mesure où l'on prend le mysticisme comme étant la fusion de la conscience, si l'on prend le mysticisme au sens ordinaire du terme, tel qu'il est peut-être défini dans le dictionnaire, tel que c'est un mystique, c'est quelqu'un qui fait fondre sa conscience, qui fusionne sa conscience avec un être supérieur, avec une réalité étrangère, que ça peut être d'ailleurs une divinité, ça peut être le sacré, ça peut être la nature, lorsqu'il y a un élan qui emporte, par exemple, dans des textes, le texte de Rousseau dans la profession de foi du vicaire savoyard, où il y a un élan vers le grand être, vers la nature, vers cette fusion de l'individu et du cœur humain dans les éléments levés du soleil. On peut dire qu'il y a du mysticisme. Lorsqu'il y a l'abandon du moi chez Maître Écart, par exemple, lorsque l'abandon du moi dans la divinité, lorsque l'être de l'homme se fond tout entier dans celui de Dieu, il y a du mysticisme. Donc il y a quelque chose qui est à la fois religieux, mais qui dépasse complètement aussi le religieux, qui est la disparition d'un être limité, bien isolé et replié sur lui-même. Cette disparition pour pénétrer dans un milieu plus vaste peut être appelée justement un mysticisme qui pourrait aussi s'identifier à ce que l'on appelle l'ouvert. L'ouvert, par exemple, tel que Rilke l'utilise dans ses élégies, et un acte de mysticisme. C'est une ouverture sur l'être, une ouverture sur le monde, une ouverture sur la nature. Donc quand le concept est tiré sur l'expérience, il est dans une position qui est mystique, mettons-le entre guillemets peut-être, bien que ça ne soit pas mis ici entre guillemets. C'est le mysticisme du concept, ça veut dire son ouverture, le fait qu'il brise des oppositions. Et en particulier, si l'on veut donner une application qui va être peut-être celle qui est la plus lisible, lorsque les concepts qui portent, qui concernent l'objet dans sa matérialité et les concepts qui concernent le sujet ou la subjectivité autour du sujet ou du moi sont mis en relation l'un avec l'autre, on peut dire qu'il y a quelque chose qui participe, qui est de la nature du mysticisme. Le concept devient quelque chose qui n'existe plus en lui-même, dans sa fermeture, mais qui remplit tout cet espace intermédiaire
qui le porte de l'un à l'autre. Je dis cela parce qu'on voit qu'ici se définit pour Deleuze quelque chose qui va être un passage de l'opposition stricte du sujet et de l'objet à quelque chose qui est l'intermédiaire, l'entre-deux, le domaine précisément du passage, et qui va former le concept philosophique de la vie, le sauvage, ce concept philosophique sauvage qui est celui de la vie, se place, à mon sens, dans ce mysticisme du concept, et qui donne, qui apporte justement cette création renouvelée qui ne peut pas être raisonnée, qui ne peut pas être déduite. On ne peut pas déduire le vivant apparaît, c'est un surgissement perpétuel, il n'est pas fixe comme des idées, comme si l'on dit être et non être, comme si l'on dit sujet-objet, il n'est pas isolé dans une opposition, mais au contraire, il est pris dans sa présence concrète et dans ses variations multiples, dans ses créations multiples. Il entreprend, religion, au contraire, la plus folle création de concepts dans l'empirisme. L'empirisme, c'est le mysticisme du concept, son mathématisme. Pourquoi mathématique? Il faut entendre ici par mathématique ce qui est au centre des mathématiques, ce qui est à la base, qui définit les mathématiques, la quantité, le nombre, la mesure. Donc l'empirisme, c'est la mathématique, le mathématisme du concept, dans la mesure où il préside à cette création du concept et à sa multiplicité. Le mathématique dans le nombre en tant que le nombre n'est pas à concevoir simplement comme une création de l'esprit, mais en même temps comme étant pris lui aussi dans la multiplicité de l'objet, étant aussi cet intermédiaire qui est de la nature non pas simplement de l'idée pure, mais de la nature du symbole, dans la mesure où le symbole entend que le symbole est une liaison étroite entre ce qui est sensible, ce qui est matériel, et l'ensemble des idées qu'il évoque et qu'il relie dans cette matérialité symbolique. Donc le mathématisme du concept se trouve lié ici avec l'empirisme. On trouvera comment, d'ailleurs dans différentes répétitions, il y a un moment où il fait plus explicitement peut-être allusion à ce mathématisme du concept dans un passage où il évoque soit directement, soit en note, un mathématicien romantique qui est au moment où il parle du calcul infinitésimal, de la place que dans la philosophie et dans la science du XIXe siècle, la science, dans l'évolution de la science newtonienne à partir du XIXe siècle, va prendre le calcul de l'infini. C'est lorsqu'il parle d'un mathématicien, sans doute il parle des mathématiciens connus et authentiquement fondateurs du calcul des fonctions, des dérivés, de tout ce calcul de l'infini dans la tradition leibnizienne et newtonienne, et en même temps révolutionnaire au XIXe siècle, Gauss, Galois, etc. Mais il parle également d'un Énoé
Vronsky, qui est à la fois un mystique, un mathématicien et un mystique. D'ailleurs, je ne sais pas si ça prend un Y, et je crois qu'il s'appelle, son nom c'est Enoui, enfin je l'ai vu peut-être mal, enfin, qui a écrit un système du monde, précisément sur cette base, la formule du calcul qui est à la fois une formule quasiment, j'allais dire, magique du système du calcul infinitésimal, qui devient une sorte de clé de voûte et en même temps de clé d'ouverture de l'ensemble de la compréhension du monde physique, ce qui a régné très longtemps d'ailleurs sur la pensée mathématique et physique au XIXe siècle, puisque ce calcul permettait de comprendre tous les phénomènes, la mécanique, tous les phénomènes des fluides, tout le phénomène des fluxions qui a été inauguré par les calculs infinitésimaux de Newton et de Leibniz, et qui s'est prolongé jusqu'à l'époque contemporaine, mais qui là est pris d'une façon qui est celle justement d'un conceptualisme mystique qui en donne une formule de l'univers que l'on trouvera, comme de la même façon que l'on aura pu schématiser, condenser une formule de l'univers dans les formules de Einstein, qui ne sont pas effectivement à prendre comme des formules de mysticisme, mais qui peuvent fournir justement peut-être cette idée d'un mathématisme de l'empirisme qui va en même temps se lier à une sorte de mysticisme de compréhension de l'ensemble des phénomènes de l'univers, dans la formule einsteinienne l'énergie égale LC2 qui est souvent énoncée comme étant une explication générale, ou tout au moins servant pour l'explication générale de l'ensemble des phénomènes de l'univers. Or, de la même façon, les formules de Vronsky, que je n'ai pas ici présentes à la mémoire, se présentent alors elles aussi explicitement. Ce n'est pas le cas d'Einstein qui n'a jamais prétendu à une explication générale de l'univers à partir d'une formule, mais qui, chez Vronsky, ouvre à des spéculations qui seront reprises surtout d'ailleurs par des romanciers, par la science-fiction de Jules Verne en particulier, pour lequel de telles formules, les formules mathématiques et du calcul des calculs différentiels et infinitésimaux sont en quelque sorte des clés pour comprendre et expliquer l'ensemble de l'univers, de franchir des distances infinies, pénétrer à l'intérieur de la Terre, construire des engins